Tout le monde. Merci Bruno pour m'avoir présenté. Donc j'ai 15 minutes pour parler des avancées. Bon, automatiquement j'étais obligé de faire un choix parmi toutes les choses qui ont permis d'avancer en termes de prise en charge, en termes de traitement. Et, excusez-moi. Et donc, mon choix s'est porté vers 3 éléments. Ce n'est pas exhaustif, hein, parce qu'il fallait vraiment faire un choix. Je parlerai de traitement antirétroviral. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qui se prépare? Ça ne veut pas dire qu'on l'aura aujourd'hui ou demain, mais il faut qu'on soit au courant pour éventuellement faire un plaidoyer par la suite pour obtenir ce qui arrive. Traiter avec les antirétroviraux, c'est bien, mais il y a des problèmes qui surviennent avec justement ces traitements, ce sont les effets indésirables. Et là, de plus en plus, on est confronté à ce problème, donc je pense qu'il va falloir qu'on en parle et qu'on voit un petit peu où est-ce qu'on va. Et puis, il y a un problème qui est commun au niveau de tous nos pays, au niveau du Maghreb. Je pense que la tuberculose pose un problème. Il faut que là aussi, qu'on soit prêt en fonction des choses qui arrivent ou qui sont en train d'être préparées. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le traitement, je voudrais revenir sur la charge virale. Attention, la charge virale, tout le monde connaît. On sait que c'est vraiment l'outil principal pour évaluer l'efficacité d'un traitement. Mais vous avez remarqué peut-être durant ces dernières années, très récemment, donc l'OMS, l'ONU-SIDA, ils en parlent un peu plus pour parler d'indétectabilité et de charge virale supprimée. Pourquoi? Vous voyez sur ce graphique-là, tout ce qui est en vert foncé, c'est indétectable, vert clair, c'est supprimé, et ceux qui sont en couleur chaude, ici, c'est les personnes qui ont une charge virale qui est détectable, où il y a du virus. Et vous voyez que la transmission, et ça on le sait, mais maintenant il y a de plus en plus d'études qui le montrent, les transmissions se font à partir des personnes qui ne sont pas traitées ou qui sont traitées mais qui ont encore une charge virale détectable, alors que tout à fait en haut, on trouve un petit quelque chose ici, en vert clair, quelques cas avec des personnes qui ont une charge virale supprimée. D'où l'importance de cette charge virale si on veut vraiment avoir une efficacité et avoir une cascade qui répond aux objectifs. Et on a vu que, malheureusement, dans notre région MENA, on a vu hier que la cascade, on en était encore loin. Alors, maintenant, voyons les traitements. On a vu hier la PrEP. On a vu qu'il y avait de la PrEP injectable. Eh bien, les mêmes molécules, en particulier le long-acting cabotegravir, c'est-à-dire le cabotegravir injectable qui donne une action de longue durée, eh bien, il peut être associé à de la rilpivirine en injectable. Chaque flacon correspond à un des 2 produits. Et je passe sur le détail. Il y a eu des essais qui ont été faits, l'essai Flair ici, il y a eu l'essai Atlas 2M, etc., qui permettent de dire qu'aujourd'hui, on peut, chez des personnes qui sont stables sous ARV, attention, là, c'est une simplification de traitement. Les personnes qui sont stables sous ARV, qui ont une charge virale indétectable, qui n'ont pas d'antécédents d'échec et sans résistance connue ou suspectée au cabotegravir ou à la rilpivirine, eh bien, ces personnes-là, on peut passer à un traitement en injectable. Pourquoi? Parce qu'ils vont bénéficier d'un traitement, 2 injections le même jour, à répéter tous les 2 mois. C'est quand même mieux que de prendre des traitements tous les jours. Voilà donc une grande avancée. Et un autre produit, on peut aller voir pour ceux qui veulent les détails, c'est l'essai Capella, qui est encore en cours, on n'a pas encore tous les résultats. C'est le lenacapavir, plusieurs sites d'action pour ce produit, mais on peut dire que
c'est quand même un nouveau produit parce qu'il va aller agir sur la capside. Jusque-là, nous n'avions pas d'ARV qui agisse sur cette cible. Et cette étude-là, Capella, s'adresse à des patients qui sont lourdement traités et en échec. Autrement dit, c'est des patients qu'on va maintenant essayer de sauver grâce à ce produit. C'est du sauvetage thérapeutique et on voit que même s'ils sont très avancés, avec beaucoup de résistance, on arrive quand même à avoir une charge virale supprimée dans plus de 60% des cas. Alors l'Lenacapavir, on l'a vu chez les patients qui sont lourdement traités en échec, mais maintenant il y a aussi un autre essai qui est actuellement l'essai Calibrate, qui s'adresse, lui, aux personnes qui sont, disons, naïves de tout traitement. C'est-à-dire on va démarrer avec ça. Et on voit, il y a eu plusieurs groupes qui ont été mis en place, etc. Et on voit que selon le groupe, et en comparant avec un groupe de comparaison qui concerne les traitements qu'on donne habituellement actuellement, ben, il n'y a pas de différence vraiment significative entre les différents groupes. Donc je pense que c'est des choses qui peuvent peut-être arriver dans l'avenir et on aura peut-être à en parler. Un autre produit, le fostemsavir, ce produit, il agit d'une façon un peu différente. Il va agir au niveau du moment où le virus va se fixer sur la cible, c'est-à-dire le lymphocyte, et il va agir au niveau de la GP120. Il va venir bloquer la GP120 et donc le virus n'arrivera pas à se fixer. Et là aussi, on s'adresse à des patients qui sont lourdement traités en échec. Et on voit également qu'on obtient des résultats qui sont quand même assez honorables, en tout cas, avec l'obtention de charges virales supprimées dans un pourcentage important de cas. Un autre, l'islatravir, on le connaît déjà depuis pas mal de temps. Ce n'est pas vraiment une innovation d'il y a 2 ans, etc. On le connaît depuis plus de 5 ans. Mais les premières études avaient montré qu'il y avait un effet secondaire qui était assez embêtant parce que ce produit entraîne une chute des lymphocytes. Et ce n'est pas quelque chose qui est désiré parce qu'on sait très bien que les lymphocytes défendent notre organisme. Eh bien, maintenant, on y revient. Il y a un regain d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de nouveaux essais qui ont diminué la dose d'islatravir et avec ça, on n'a plus cette chute de lymphocytes, et donc on peut envisager des traitements. Et maintenant, il y a plusieurs essais qui concernent ce produit en association avec d'autres antirétroviraux pour pouvoir traiter des personnes. Pourquoi on y revient? Parce qu'il a quand même certains avantages qui ne sont pas négligeables. Une barrière génétique élevée, c'est-à-dire on n'y résiste pas aussi facilement que ça. D'accord? Le virus n'arrive pas vraiment à résister facilement. Une puissance élevée, c'est-à-dire que la charge virale va chuter très vite. Une longue demi-vie, et ça c'est très intéressant parce que ça va permettre des demi-vies qui sont au moins de 6 mois. Je rappelle, je ne l'ai pas dit, mais pour le produit précédent que j'ai présenté, le Lenacapavir injectable, c'est 6 mois également. Donc c'est des produits qui deviennent maintenant intéressants parce qu'on pourrait imaginer des traitements que l'on prendrait que tous les 6 mois. C'est encore mieux. Et ce produit existe en comprimé, existe en injectable et existe même en implant sous-cutané. C'est-à-dire on pourrait implanter ça en sous-cutané et le produit va continuer à diffuser tranquillement pendant un certain nombre de mois. Mais attention, c'est encore au stade de recherche. Alors hier, on a parlé aussi des anticorps. Les anticorps monoclonaux, ça a été évoqué hier dans la prophylaxie, dans la prévention. Eh bien, voilà le produit qui a commencé, qui a ouvert la voie à ces produits, c'est l'ibalizumab. Il n'y a eu qu'un essai qui a été fait avec très peu de patients dans cet essai, mais on a quand même un résultat. Mais attention, encore une fois, on est dans la situation de sauvetage. C'est des personnes qui ont utilisé déjà beaucoup de produits et qui finalement, ça ne répond pas très bien et on peut essayer d'améliorer les choses
en cas de multirésistance avec ces produits qui coûtent malheureusement horriblement cher. Alors, voilà pour les ARV, c'est tout ce que je vous dirai. Maintenant, je passe aux effets indésirables. Et avant de parler des effets indésirables eux-mêmes, je voudrais vous rappeler la cascade. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? 95, 95, 95, vous savez parfaitement ce que ça veut dire. Mais maintenant, on aime bien ajouter un autre 95. C'est la qualité de vie. Ça ne sert à rien de donner des traitements à quelqu'un qui va être malade des traitements. Donc, il vaut mieux être, disons, en bonne santé vis-à-vis du VIH, mais être bien, une bonne qualité de vie. Donc, il faudrait peut-être qu'on pense que 95% des personnes qui ont une charge virale supprimée aient une bonne qualité de vie. Eh bien, si on veut une bonne qualité de vie, il faut faire très attention, parce que nous avons des traitements qui arrivent, qu'on utilise déjà. Regardez ici, c'est les C-Advance. Le gain de poids. On était tout content quand on a eu le dolutegravir. Et avant, on n'avait que la courbe verte. D'accord? C'est les traitements qu'on utilise habituellement. Disons ici, c'est TDF, FTC et efavirenz. Donc des traitements à base d'efavirenz. Quand on a eu le dolutegravir, on s'est dit, oui, très bien. Eh bien, malheureusement, très vite, on s'est rendu compte que le dolutegravir donnait un gain de poids qui n'est pas du tout négligeable, plus important chez la femme que chez l'homme. Et quand on ajoute le TAF, et le TAF, on a dit que c'était quelque chose de très bien parce qu'on va protéger le rein, on va protéger l'os, etc. Eh bien, regardez, avec le TAF, on a encore plus de gains de poids, que ce soit chez la femme ou chez l'homme. Donc, il y a problème, il faut en tenir compte de ces choses-là. Et voilà maintenant notre problème à l'avenir, très probablement, ça va être faire face aux prises de poids, faire face, disons, à l'hyperlipidémie, donc les graisses, faire face au diabète qui surviendrait éventuellement sous traitement, faire face aux événements cardiovasculaires indésirables qui vont être la conséquence de tous ces problèmes métaboliques. Et là, il y a maintenant différents essais qui tentent de voir ce qu'on peut faire. Par exemple, en utilisant le sémaglutide, qui est un traitement qui est utilisé chez les diabétiques et qui est maintenant beaucoup utilisé pour, disons, chez les personnes obèses pour essayer de réduire le poids, et également les statines qui peuvent agir au niveau des lipides et qui permettent donc d'améliorer la situation et d'éviter un certain pourcentage d'événements indésirables majeurs au niveau cardiovasculaire. J'arrive à la tuberculose, c'est le dernier point. Eh bien, pour la tuberculose, vous savez très bien que la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH, c'est un gros problème, parce que, d'abord, le diagnostic est parfois un peu difficile, parce que chez les personnes très immunodéprimées, ce n'est pas comme chez l'immunocompétent, mais il y a également le fait que les traitements sont mal tolérés, et il y a aussi beaucoup d'apparitions de résistance. Et donc, on sera amené, dans plusieurs cas, à utiliser des traitements, disons, de tuberculose pharmacorésistante. Alors, ces traitements ne sont pas très bien tolérés. On a souvent des effets indésirables et parfois même effets indésirables graves. Je donne comme exemple juste le linezolide, qui est utilisé quand il y a une pharmacorésistance importante. Eh bien, ce produit-là, vous savez, il peut entraîner des neuropathies irréversibles. Même quand on a arrêté le traitement, la personne va garder ses neuropathies. Donc, il fallait faire des choses dans ce domaine, et c'est en cours. C'est en cours, il y a beaucoup de recherches. Il y a, par exemple, pour la bédaquiline, il y a un produit qui est en cours d'essai, c'est le TBAJ 876. Il y a le sutézolide qui est en train de venir remplacer éventuellement le linezolide parce qu'il est mieux toléré pour éviter tous ces problèmes neurologiques. Et il y a un autre produit qui agit d'une façon un peu différente, c'est le Telacébec,
qui va bloquer la production d'ATP pour le BK, le bacille de la tuberculose, et en bloquant l'ATP, il bloque l'énergie de ce produit-là. Voilà, donc juste pour vous dire que les choses avancent et qu'il faut rester à l'affût de toutes ces nouveautés. Et je terminerai par quelques messages. Je vous dirais que les ARV injectables de longue durée d'action offrent une option de simplification thérapeutique efficace et sûre chez les personnes vivant avec le VIH, mais stable. Voilà. Que plusieurs nouveaux antirétroviraux apportent des alternatives pour les patients lourdement traités et en échec. Je dirais aussi qu'en plus de l'objectif de suppression de la charge virale, maintenant il faut qu'on s'intéresse à la qualité de vie, qui devient un impératif de soins. Et je dirais aussi que prise de poids excessive, syndrome métabolique et événements cardiovasculaires indésirables doivent être, on ne va pas les attendre, on va même les prévenir avec des thérapeutiques, il faut les éviter. Et de nouvelles molécules anti-tuberculeuses sont en développement et viendront contribuer au traitement des tuberculoses pharmacorésistantes. Voilà, je vous remercie.